l'augmentation de salaire, l'accès aux loisirs et à la culture, les délégués d'ateliers et des conventions collectives par branche d'activité. À cette embellie succède rapidement la dislocation du Front populaire. Socialistes, radicaux et communistes s'affrontent, d'une part, sur la pause. Donc en février 1937, cédant aux pressions de la droite, des radicaux, mais aussi du patronat et des milieux d'affaires, qui sont à l'origine de la dévaluation, Léon Blum suspend l'application du programme du Front populaire et perd ainsi la confiance d'une grande partie des travailleurs. Ils s'affrontent également sur le soutien à l'Espagne républicaine. De leur côté, patronat, droite et extrême droite veulent prendre leur revanche, tandis que le fascisme européen attise les tensions internationales. Alors, les signes avant-coureurs de la Deuxième Guerre mondiale du XXe siècle se multiplient. En mars 1936, l'Allemagne nazie réoccupe sans coup férir militairement la Rhénanie en violation du traité de Versailles. En juillet 1936, la politique de non-intervention anglo-française abandonne la République espagnole à son sort, face à Franco et à l'Allemagne hitlérienne et à l'Italie fasciste. En 1938, les accords de Munich entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie abandonnent en fait au nazisme l'expansion à l'Est. Et puis vient effectivement l'août 1939 et le retournement diplomatique inattendu du pacte de non-agression germano-soviétique qui isole la France en Europe. Alors la signature de ce pacte déclenche en France une violente campagne anti-soviétique et anti-communiste qui va culminer en septembre. Sachons quand même qu'environ 430 journaux et périodiques français demandent la dissolution du Parti communiste. Soutenu par la droite et le Parti socialiste, le gouvernement à majorité radicale socialiste d'Édouard Daladier interdit la presse et dissout, la presse du Parti communiste, et dissout l'organisation. Ces militants, ces élus, ces dirigeants seront poursuivis. Jean-Michel a fait allusion aux militants de la Loire et aux militants stéphanois qui vont connaître ce sort. Ils sont arrêtés, ils sont jugés, ils sont emprisonnés et certains qui ne sont pas emprisonnés sont contraints à la clandestinité et même à l'exil pour avoir refusé, envers et contre tous, de condamner le pacte de non-agression germano-soviétique. Alors pourquoi évoquer finalement ce qui relève plutôt de l'actualité politique? Bien parce que cette campagne aura des répercussions et va avoir des répercussions sur le plan syndical. Elle provoque en effet la scission de fait de la CGT. La CGT est purgée de la tendance ex-unitaire de Benoît Frachon et de ses camarades communistes, la tendance majoritaire de Léon Jour, dite confédérée, proche du Parti socialiste, allié pour l'occasion aux très anticommunistes courants syndicats à l'intérieur de la CGT qui est dirigée par René Belin, et pure, et divise la CGT qui continue de perdre des adhérents. Alors il faut savoir que nationalement, la CGT comptait plus de 4 700 000 adhérents en 1937. Elle n'en compte plus que 3 millions en 1938, surtout après l'échec de la grève générale, et 500 000, vous voyez le déclin, environ fin 39, début 40. Après cette scission, les événements vont se précipiter en quelques mois, la drôle de guerre contre l'Allemagne, qui est perdue, la défaite, l'occupation, le sabordage de la Troisième République et l'installation à Vichy de l'État français du maréchal Pétain, place une CGT affaiblie devant une alternative, continuer la lutte syndicale et donc résister, ou bien attendre et même collaborer avec les nouveaux pouvoirs, jusqu'à la dissolution des organisations syndicales, ouvrières et patronales, par le régime de Vichy, en novembre, d'abord en octobre, puis en novembre, le décret sort en novembre 40, il existera deux CGT en réalité. Une CGT légale et officielle et une CGT illégale et clandestine. Donc exclus de la CGT, en septembre 1939, les dirigeants et les militants
du courant de Benoît Frachon sont mis hors la loi durant la drôle de guerre. Ils se réorganisent dans la clandestinité pour poursuivre le combat syndical. De janvier 1940 à août 1944, la CGT clandestine va éditer et diffuser 223 numéros de la vie ouvrière, dont Benoît Frachon, alias Joseph, dans la clandestinité, assure la rédaction en chef. Ces Léons de la nuit, comme on les a nommés, appellent à revendiquer de meilleurs salaires, un meilleur ravitaillement et à reconquérir les acquis sociaux de 1936, car les congés payés et le repos hebdomadaire ont été suspendus. Quant à la semaine de 40 heures, elle est allongée de 48 à 50 en 5 jours et demi au lieu de 5 par les décrets-lois de Daladier et Reynaud en novembre 1938. Le régime de Vichy va la fixer à 60 heures maximum et la durée de travail du journalier à 11 heures. La vie ouvrière dénonce également la répression patronale et gouvernementale ainsi que celle de l'occupant. Elle incite enfin à créer dans les entreprises des comités pour l'indépendance et l'unité des syndicats qui deviendront les comités populaires, puis en 1943 les comités d'unité syndicale, et notamment pour s'opposer à la charte du travail pétiniste et au service du travail obligatoire en Allemagne, le STO, décrété par le régime de Vichy en 1942 en application des accords Sokal, qui était le négrier nazi de l'Europe, et Pierre Laval. Pour les militants et les dirigeants de la CGT clandestine, la période 1939-1944 est celle des épreuves de la résistance, le temps de la répression policière et judiciaire. Dès septembre 1939, la répression s'abat sur la CGT clandestine. Au lendemain de leur exclusion, la police, les tribunaux de la Troisième République pourchassent et condamnent ces militants. En avril 1940, le décret Sérol les rend passibles de la peine de mort. Et après la défaite de juin 1940, ils seront la cible privilégiée du régime de Vichy et de l'occupant nazi. En témoigne ici même, apposée à l'entrée de cette salle Sacco et Vanzetti où nous sommes, la plaque commémorative où figurent les noms des militants de la CGT de la Loire qui connurent alors l'arrestation, la prison, la torture, la déportation, la mort, du fait de leur engagement syndical et patriotique. Quant à la CGT légale ou officielle, à la suite de la scission de septembre, elle se trouve réduite à deux courants. Le courant de Léon Jouot, dit confédéré, et le courant syndicat de René Belin. Alors, à la différence notable de la CGT clandestine, revendicatrice et précocement résistante, cette CGT légale rejette toute action revendicative en négociant avec le patronat et le gouvernement en octobre 1939 à Paris l'accord majestique. En vertu de cet accord, comme en août 1914, Léon Jouot appelle à suspendre la lutte syndicale pendant la guerre. En août 1940, en juillet 1940, le courant syndicat se rallie au régime du maréchal Pétain. Son chef de file, René Belin, deviendra ministre de la production industrielle et du travail du premier gouvernement de l'État français de Vichy. Il sera l'un des principaux inspirateurs de la Charte du travail que le maréchal Pétain viendra présenter en personne le 1er mars 1941 à Saint-Étienne, alors grande ville industrielle et ouvrière. Pour complaire au nouveau régime, les statuts de la CGT sont révisés. Toute référence à la lutte de classe et à la grève est supprimée. Ces abandons successifs n'empêchent pas la dissolution. La CGT légale et la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, est aussi donc supprimée par décret en novembre 1940. Après cette dissolution, la passivité, l'attentisme prudent qui dominait dans la tendance confédérée de Léon Jouot vont se conjuguer avec la pratique de ce qu'on a appelé la politique de présence,
parfois jusqu'à la compromission, dans les structures de collaboration avec le patronat mises en place par la Chambre du travail. Comme le ralliement de la tendance Belin à Pétain l'avait montré, certains syndicalistes de la CGT légale et de la CFTC ne sont pas insensibles au discours maréchaliste sur la révolution nationale. Ils acceptent de servir de caution ouvrière et syndicale au régime dictatorial de réaction politique et sociale qui veut, ne l'oublions pas, effacer 1936 et ses acquis progressistes. Malgré les rancœurs, malgré les arrière-pensées héritées de la scission de 1939, les rigueurs de l'occupation, la dureté des conditions de travail et de vie, la misère sociale, la répression antisyndicale vont pousser à reconstituer l'unité de la CGT. À la suite des premiers contacts entre Benoît Frachon et Léon Jouot, dès mai 1941, puis à Cahors en septembre 1942, les accords du Perreux, dans la banlieue parisienne, le 17 avril 1943, vont rétablir la CGT, vont rétablir son unité telle qu'elle était en 1939, avant la scission. Réunifiée et clandestine, la CGT va donc intervenir de plus en plus activement sur le plan revendicatif et dans la résistance au régime de Vichy comme à l'occupant. Elle siégera bientôt au Conseil national de la résistance ainsi qu'à l'Assemblée consultative d'Alger qui prépare la libération et l'après-guerre. La CGT se réunifie en 1943 dans un monde en guerre, dans un pays occupé et sous le régime du maréchal Pétain, régime réactionnaire, autoritaire et de collaboration avec l'ennemi. Simultanément, l'évolution de la situation militaire, celle de la France et de l'opinion, favorise l'unification des diverses résistances au sein du CNR en 1943. Une petite pause très courte qui me permet de saluer l'arrivée du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Je ne vais pas voir. Donc, l'évolution de la guerre et de la situation politique en France en 1943 doit être prise en compte pour expliquer cette unification. Ainsi, le succès du débarquement allié anglo-américain d'Afrique du Nord en novembre 1942 et surtout en février 1943 à Stalingrad, la première grande défaite des armées allemandes jusque-là vaincues, renforce la détermination de toutes les résistances en Europe, notamment en France où l'action d'une résistance courageuse mais dispersée est stimulée par ces victoires militaires comme par l'évolution de la situation intérieure. Rappelons que la débâcle militaire et politique de l'été 40 avait plongé la plupart des Français dans le désarroi et une opinion publique complètement désorientée avait apporté un soutien résigné au maréchal Pétain et à son nouveau régime. Mais l'occupation de l'ensemble du territoire français en novembre 1942 par l'armée allemande et son allié italien, les multiples rationnements et privations, le développement du marché noir, qui sont les conséquences de la collaboration économique avec l'Allemagne nazie qui réquisitionne les productions et la main-d'œuvre, sont ressentis comme de plus en plus insupportables. À partir de 1943, l'Allemagne n'est plus invincible et sa défaite militaire devient possible, sinon prévisible. En dépit d'une intense propagande, la population se détourne peu à peu du régime de Vichy et de sa révolution nationale. Elle rejette de plus en plus les contraintes de l'occupation étrangère et attend un changement profond de ses conditions d'existence. C'est dans ce contexte que quelques semaines après la réunification de la CGT, les résistances intérieures, qui est composée de 8 mouvements, partis politiques et de 2 syndicats, la CGT et la CFTC, s'unissent avec la France libre
du général de Gaulle au sein du Conseil national de la résistance, le CNR. En plein Paris occupé et dans la clandestinité, le CNR est constitué le 27 mai 1943 sous la direction de Jean Moulin. Et à sa première réunion, la CGT réunifiée est représentée par Louis Saillant. Ce dernier, il faut le savoir, sera le troisième et le dernier président du CNR en septembre 1944. Ces résistances partagent alors un objectif commun: chasser de France l'occupant nazi, abattre l'État français du maréchal Pétain pour ensuite reconstruire et transformer la France. On retrouve naturellement cet objectif dans le programme du CNR, adopté à l'unanimité de ses membres le 15 mars 1944. Ce programme annonce donc en deux parties un plan d'action militaire immédiat et une série de mesures pour rétablir les libertés, rénover la démocratie et lancer de grandes réformes économiques et sociales dès la libération du territoire. La CGT sera donc à la fois actrice de la libération nationale et actrice dans l'application du programme du CNR. Le 18 juin 1944, conformément à son programme, le CNR, après avoir consulté tous ses membres, lance un appel général à l'insurrection. La CGT y jette ses forces organisées pour hâter l'heure de la libération par la grève, par le sabotage et la lutte armée. Elle participe également à la libération de Paris et des grandes villes comme Lyon et Marseille. Dès la fin de l'été 1944, alors que la guerre de libération se poursuit jusqu'aux frontières et au-delà, la CGT s'engage dans la reconstruction et la transformation de la France. S'il s'agit de refonder la République française plus juste, plus solidaire et plus démocratique, il faut en même temps relever une économie en grande partie ruinée par 4 années de guerre, d'occupation et de collaboration. Dès le 9 septembre 1944, la CGT, par la voix de Benoît Frachon, lance la bataille pour la production, dont sans difficulté et débat en son sein. La reconstruction sera d'ailleurs le thème central de son premier congrès de l'après-guerre en juin 1945. Il lui faut convaincre en effet les travailleurs éprouvés par la guerre, l'occupation et les privations de mettre leur énergie, voire pour certains leur ardeur révolutionnaire, au service de cette reconstruction, condition première du progrès social à venir. Il faut faire renaître l'économie française. C'est aussi, comme le souligne également Benoît Frachon, en mars 1945, devant le premier comité confédéral national de l'après-guerre, l'occasion historique d'affirmer le rôle essentiel de la classe ouvrière dans le relèvement du pays et la sauvegarde de son indépendance retrouvée. Dans le même temps, s'appuyant sur un rapport de force sociale et politique favorable qu'elle a contribué à créer, la CGT, forte de millions d'adhérents, soutient et influence les décisions politiques et législatives favorables aux travailleurs. Elle y participe même au niveau gouvernemental et marque ainsi de son empreinte la reconstruction, la modernisation de la France et son progrès social. C'est ainsi que les responsables cégétistes et communistes, reconnus pour leur participation active à la résistance, comme par exemple Marcel Paul, qui est le dirigeant de la Fédération CGT de l'éclairage, ou Ambroise Croizat, dirigeant de la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, deviennent ministres. Le premier, Marcel Paul, est ministre de la production industrielle, et le deuxième, Ambroise Croizat, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Entourés de syndicalistes, de hauts fonctionnaires, ils mettent en œuvre concrètement dans tout le pays les mesures progressistes du programme du CNR. Une parenthèse, la publication en juillet dernier du cahier d'histoire sociale Rhône-Alpes CGT, je vous demande de vous y reporter, fait une large place à tous ces bâtisseurs de la sécurité sociale et aussi à tous ces bâtisseurs du modèle social français dans la région Rhône-Alpes et y compris dans le département de la Loire. D'ailleurs, Jean-Michel fait un article
sur l'un d'entre eux. En tout, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faudrait citer les mesures les plus essentielles, celles qui parlent encore à nos générations. Entre 1945 et 1946, octobre 45, octobre 46, les premières ordonnances sur la sécurité sociale, la nationalisation des banques, la Banque de France et les grandes banques de crédit, la nationalisation du gaz, de l'électricité et des grandes compagnies d'assurance, la loi sur les comités d'entreprise, la création des charbonnages de France et la nationalisation de toutes les houillères, la loi sur les prestations familiales, la loi sur les assurances vieillesse, le statut de la fonction publique. Ces réalisations de l'immédiate après-guerre sont aussi celles d'un État fort, tenant les leviers de commande pour agir au nom de l'intérêt général et non des intérêts privés. Je cite là le général de Gaulle dans le discours qu'il prononce à l'Assemblée consultative du 2 mars 1945. Ces réalisations favorisent assurément la croissance économique et le progrès social que la France va connaître entre 1945 et 1975. Cette période de 30 années, que l'économiste Jean Fourastier qualifiera de 30 glorieuses, voit la naissance, en effet, le développement d'un État-providence qui intervient de manière décisive dans les secteurs économiques et sociaux et, comme on dit, les régule. Issu du programme du CNR, cet État-providence est théoriquement fondé sur la solidarité entre les différentes classes sociales et la recherche de la justice sociale. Et cela se traduit par un ensemble de mesures législatives et réglementaires ayant pour but de redistribuer les richesses créées et de prendre en charge divers risques sociaux comme l'indigence, la vieillesse, l'emploi, la famille, la maladie, le logement. L'État va donc devenir entrepreneur, il va diriger de grandes entreprises et se veut le moteur de la vie économique. Il va devenir planificateur. Il l'est par le biais d'un commissariat au plan, créé en décembre 1945 sous la direction de Jean Monnet, et qui fixe des objectifs de production à 5 ans. Il devient aménageur du territoire, puisqu'il lance un vaste programme d'électrification du pays, d'édification de barrages hydroélectriques, de modernisation des chemins de fer et des ports, du développement du réseau routier et autoroutier et de l'aviation civile. C'est aussi un État, je l'ai dit, protecteur, puisqu'il organise la protection sociale en créant, entre 1945 et 1946, la sécurité sociale de la population et notamment de tous les salariés français. Enfin, il devient logeur en finançant les HLM publics, municipaux et départementaux, pour répondre à la crise du logement aigu qui frappe des millions de Français à la sortie de la guerre. L'ampleur et la profondeur de ces réformes a pu faire dire que la France avait connu une révolution entre 1944 et 1947. Les historiens académiques parlent plutôt de quasi-révolution, tantôt comme l'historien de l'économie française Jean Bouvier, de restauration-récupération, car sur le plan économique, il est vrai que grâce à ces réformes, l'État aura modernisé et consolidé le capitalisme français. Quoi qu'il en soit, de cette problématique historique, les 3 années qui suivent la libération sont effectivement novatrices et progressistes, même si elles ne s'accompagnent pas d'un bouleversement de la société française, ni d'une amélioration très rapide des conditions de vie du monde du travail. Nous y reviendrons. Elles ne sont pas non plus celle d'un passage d'une économie capitaliste à une économie socialiste, du moins telle qu'on la concevait alors. Les nationalisations des secteurs clés de l'économie donnent naissance à une économie mixte, où secteur public et secteur privé coexistent dans un rapport changeant de forces politiques et sociales opposées. Ainsi, De Gaulle, que j'ai cité tout à l'heure, s'il se déclare favorable à un État fort, un État arbitre, entre l'intérêt général et les intérêts privés, souhaite clairement que le secteur privé soit le plus étendu possible.
Le Parti communiste français, à la sortie de la Résistance, est alors le premier parti politique français. Il recueille entre 29 et 26% des voix aux élections et accède aux fonctions gouvernementales pour la première fois de son histoire. De même, la CGT connaît une progression spectaculaire de ses adhérents, qu'on chiffre entre 4 millions et 5 millions. Elle est alors plus puissante que jamais. Toutefois, ces deux forces, l'une politique et l'autre syndicale, aux ambitions révolutionnaires plus ou moins affirmées, ne cessent pas d'être minoritaires dans une société française qui sort à peine de la guerre, de l'occupation et du pétinisme. Comme le montrent les multiples consultations électorales de l'immédiate après-guerre, la perspective de poursuivre l'élan progressiste jusqu'à un changement radical de société n'entraîne pas l'adhésion majoritaire des Français ni des Françaises qui viennent d'accéder au suffrage universel. Pour beaucoup, ce changement est synonyme de désordre et de guerre civile. Du reste, il est présenté comme tel par une coalition cimentée par l'anticommunisme, disparate mais efficace, qui réunit la droite centriste au sein du MRP, le mouvement du Rassemblement populaire, les socialistes et ses filons, les gaullistes, les églises catholiques et protestantes, le patronat et l'allié américain. Tous s'emploient, chacun dans son registre, à réduire l'influence du Parti communiste et de la CGT, ainsi qu'à limiter l'application du programme du CNR. D'où, dès la libération, les affrontements politiques, sociaux et idéologiques qui vont miner jusqu'à la rupture l'Union nationale que le Conseil national de la résistance, le CNR, symbolisait depuis 1943. L'année 1947 sera l'année des ruptures politiques et syndicales, notamment de la troisième scission de la CGT et du coup d'arrêt donné à l'élan progressiste de la libération. Au lendemain de cette libération, les divergences au sein du CNR apparaissent, ou plutôt réapparaissent. Elles provoquent rapidement l'effacement du CNR devant les luttes partisanes qui reprennent avec les premières élections démocratiques de l'après-guerre. En janvier 1946, le général de Gaulle quitte le gouvernement. Un an plus tard, en mai 1947, les ministres communistes sont exclus du gouvernement Ramadier. Le Parti communiste est désormais dans l'opposition parlementaire, tout comme les gaullistes du Rassemblement du peuple français, le RPF, créé en avril 1947. Une coalition politique dite de troisième force qui associe socialistes, radicaux et droites dans des gouvernements instables et éphémères va diriger la 4e République de 1948 à 1958. Durant ces 10 années, ces gouvernements vont s'efforcer de maintenir l'ordre établi en métropole et de contenir les combats de la classe ouvrière. Ils vont tenter aussi de maintenir l'empire colonial en Indochine et en Algérie, qui sont entrés en guerre d'indépendance. Ils vont donc réprimer les mouvements de libération nationale, ils vont s'enrôler aussi dans la guerre froide contre l'URSS, et ceci expliquant tout de même cela, ils bénéficieront du soutien bienveillant du patronat et de l'aide économique américaine. En effet, le patronat, parlons-en, malgré le discrédit que lui avait valu sa collaboration économique avec l'occupant nazi et son soutien au régime de Vichy, a retrouvé rapidement son influence sur la vie économique et politique française. Il s'est réorganisé en créant le Conseil national du patronat français, le CNPF, qui est l'ancêtre du MEDEF actuel, en décembre 1945. Et il ne cache pas évidemment son hostilité aux réformes sociales engagées depuis la libération. Les États-Unis, quant à eux, veulent imposer à l'Europe de l'Ouest le plan Marshall. Leur appareil de propagande, relayé par la presse occidentale, présente cette arme économique et politique de guerre froide sur les allures d'une défense de la liberté et de la démocratie contre le communisme et comme la promesse d'un nouvel Eldorado. Enfin,
les États-Unis poussent la France et l'Allemagne de l'Ouest à réaliser une première intégration européenne face au bloc soviétique en voie de constitution. À ces ruptures politiques, à ce renforcement patronal, à ces ingérences américaines, va s'ajouter la division syndicale et un profond mécontentement ouvrier. Au sein d'une CGT réunifiée, on l'a vu, en 1943, où les rapports de force entre courants ont été inversés par les combats de la résistance, la division de l'avant-guerre ressurgit entre le courant réformiste de Léon Jouot, devenu minoritaire, proche du Parti socialiste, et celui, lutte de classe et de masse de Benoît Frachon, proche du Parti communiste, désormais majoritaire. Leur opposition s'exprime fortement lors du congrès confédéral d'avril 1946 et aboutit à cette troisième scission de la CGT de décembre 1947. La minorité force ouvrière, groupée autour de Léon Jouot, quitte la CGT pour créer au printemps 1948 une nouvelle centrale syndicale avec le soutien politique de la coalition de troisième force socialiste MRP et l'aide financière conséquente des États-Unis. Les effets de cette scission sur le mouvement social ne se font pas attendre. La CGT, alors isolée, demeure sans doute la première organisation syndicale, mais elle se trouve à ses côtés et souvent contre elle, pas moins de 3 confédérations, la CFTC, la CGC, Force ouvrière, et bientôt, en 1948, la Fédération de l'éducation nationale, qui veut incarner un syndicalisme autonome dans la fonction publique de l'enseignement. Ce pluralisme divise durablement un syndicalisme français auquel n'adhère qu'une minorité de salariés. Dans les années 50, 10% environ. Il affaiblit le mouvement ouvrier au moment même où ce dernier montre en cette année 1947 une exaspération grandissante. Car les difficultés du ravitaillement et du marché noir persistent. Elles persisteront d'ailleurs jusqu'au début des années 50. Surtout, le déséquilibre est croissant entre les prix et les salaires, dont les augmentations sont érodées ou annulées par l'inflation. La reconstruction est donc dure pour les travailleurs, tandis que le patronat en récupère les résultats. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que, à l'exception des quelques mois euphoriques de la libération, les années fondatrices de la 4e République ne suscitent pas un fort enthousiasme dans la classe ouvrière. Sa colère s'exprime par de fortes mobilisations revendicatives et des grèves nombreuses, longues et massives, notamment dans les charbonnages de France et dans la métallurgie, animées principalement par la CGT et soutenues par les communistes. Grâce à des campagnes de presse hostiles au mouvement gréviste, le patronat et la coalition gouvernementale parviennent à l'isoler dans l'opinion publique. Ils le répriment durement et tiennent en échec à l'automne 47 et à l'automne 48 ce mouvement. L'année 47 marque donc un tournant. La période commencée 2 ans plus tôt s'achève sur un bilan contrasté. Face à un patronat à l'offensive, les grandes conquêtes de la libération qui ont créé le modèle social français deviennent des acquis à défendre. La division politique et syndicale s'installe durablement dans notre pays, tandis que les tensions, voire les explosions sociales, traduisent un profond mécontentement des salariés. Dans les années suivantes, des mobilisations populaires d'envergure impulsées par la CGT parviendront à recréer un rapport de force qui permettra d'obtenir en 1950 un salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, ancêtre du SMIC. En 1956, le passage des congés payés annuels de 2 à 3 semaines. En 1958, la création de l'assurance chômage pour les salariés privés d'emploi. Malgré ces succès ponctuels, non négligeables bien sûr, on constate cependant que le mouvement revendicatif va ralentir après les années 47 et 48 jusqu'au grand mouvement social de mai-juin 1968. Alors c'est ma conclusion, cette rétrospective, sur une période courte mais décisive à bien des égards,
a voulu présenter un bref aperçu d'un combat syndical de longue durée qui marque depuis 1895 l'évolution de la société française. Une société dont la réalité économique et sociale complexe reste fondamentalement celle d'un capitalisme plus ou moins tempéré par un État-providence sans cesse remis en cause. Depuis 120 ans, réussite radieuse et échec amer, débat permanent sur réforme ou révolution, désunion et retrouvailles, répression, drame et souffrance se mêlent pour constituer l'histoire riche et malheureuse de plusieurs générations d'hommes et de femmes engagés dans la CGT et avec la CGT, non seulement pour défendre leurs conditions de travail et d'existence, mais encore pour faire naître, et là je reprends l'introduction du programme du CNR, Les Jours Heureux, un ordre social plus juste. Il y a 70 ans, grâce à un rapport des forces syndicales et politiques créé par la lutte et dans l'union, le programme du CNR a pu être mis en œuvre. Un État-providence aidé et un modèle social français a pu voir le jour, dont la sécurité sociale est un élément essentiel. Enfin, l'histoire de la CGT, vous l'avez compris, inséparable de l'histoire de la France et des Français, donne tout son sens à ce que disait le grand historien Fernand Braudel, un présent sans passé n'a pas d'avenir. En effet, connaître le passé permet de savoir non seulement de quoi l'on est l'héritier, mais encore pourquoi les choses aujourd'hui sont comme elles sont plutôt qu'autrement. Cela n'interdit évidemment pas de vouloir les changer, car comme l'écrivait Victor Hugo, il ne suffit pas que les générations nouvelles nous succèdent, mais qu'elles nous continuent. 120 années de combats syndicaux constituent un héritage progressiste considérable pour les syndiqués et les militants de la CGT qui peuvent ainsi puiser force de conviction et détermination dans l'action, comme pour l'ensemble des salariés en quête d'un navire meilleur qui, comme le disait le poète Mayakovsky, ne viendra pas tout seul. Défendre aujourd'hui cet héritage des luttes du passé, s'engager et se mobiliser pour le faire fructifier en le complétant et en l'améliorant sans cesse, c'est évidemment écrire au présent l'histoire d'un syndicalisme de lutte et de transformation sociale, c'est continuer l'histoire de la CGT. Merci de m'avoir écouté.